Je vous remercie tous d'être ici. Je suis très touché de voir beaucoup de visages connus, des membres de ma famille, des amis. Et je suis ravi d'avoir aussi ici Olivier qui a parlé la dernière fois sur le principe de résonance. C'est difficile pour moi de parler après ton intervention qui était remarquable et de parler avant Fanny qui va chanter de façon sublime comme elle le fait toujours, et je me retrouve un peu en sandwich, entre deux exceptions. Donc je vais essayer de ne pas les décevoir, ni vous décevoir. Donc on parle, Sorine m'a demandé, et je le remercie, de parler de la psyché dans l'art contemporain. Alors en général, quand on me demande de parler, on me demande de parler du marché d'art contemporain, on me demande de parler de l'expérience de terrain en tant que galeriste, on me demande de faire des cours d'histoire de l'art, parce que il y a longtemps, j'ai été historien de l'art. Et c'est pour moi une grande nouveauté de parler de la psyché dans l'art contemporain. Donc je vais diviser mon intervention en trois parties. Je vais essayer de parler du fonctionnement mental et ou spirituel d'une personne qui aujourd'hui achète de l'art contemporain. Je vais parler aussi de mon expérience à la rencontre d'artistes plus ou moins établis, et de leur façon de fonctionner et d'appréhender ce nouveau marché extrêmement agressif. Et ensuite, je vais parler de l'expérience du galeriste, parce qu'on est aujourd'hui dans un triangle. On ne travaille plus de façon séparée. L'artiste travaille avec le galeriste, qui travaille avec le collectionneur, qui travaille avec l'artiste. Donc on est vraiment famille. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu absolument universel. Le modèle de l'artiste qui peint seul dans son atelier marginalisé, ça n'existe plus. Ou alors il reste vraiment dans son atelier. Et plus personne ne le connaît. On est dans une époque d'ultra-communication. On a des systèmes 2.0 comme Instagram qui permettent de communiquer avec le monde entier. Donc un artiste peut devenir très rapidement très connu. J'ai l'expérience d'un des artistes de la galerie qui, en 2013, a posté une de ses œuvres sur Instagram qui était vue à Los Angeles. Il a aujourd'hui 7 galeries, et c'était 2013, et une Rolls-Royce. Et il faut gérer. Il faut gérer avec ça, il faut garder la tête froide, parce qu'un marché peut commencer très rapidement, il peut s'effondrer aussi rapidement qu'il a commencé. Parce que vous êtes sans arrêt observé, et on a des attentes très élevées par rapport à votre carrière. Quand on achète aujourd'hui un artiste contemporain, on n'attend pas seulement du talent, on n'attend pas seulement un concept intéressant et novateur, on attend une carrière. La majorité des personnes qui viennent me voir et qui achètent de l'art contemporain, qui sont tous naturellement très bienveillants et intéressés par l'art en général, sinon on ne viendrait pas dans une galerie, ils attendent de mes artistes et de ma personne également, de mon métier, que ces artistes continuent dans leur carrière et montent. Et c'est une pression qui touche tout le monde. Ça va toucher l'acheteur, parce que ce sont des sommes qui sont quand même considérables. Ça va toucher l'artiste qui va devoir continuer à monter pour ne pas décevoir son galeriste ou ses collectionneurs. Et ça me touche moi qui suis à nouveau entre les deux. Donc au niveau de l'acheteur contemporain, quel est le profil que j'ai pu rencontrer en maintenant presque 11 ou 12 ans d'acheteurs d'art contemporain? Donc il y en a ici, et je les remercie d'être là. L'acheteur, c'est quelqu'un qui cherche tout d'abord à élargir ses horizons. C'est quelqu'un qui a passé dans sa vie plusieurs étapes, et qui cherche quelque chose qui lui donne du monde, un regard nouveau, une vision nouvelle. Ça peut être une admiration face à une technique ou un savoir-faire qui lui semble absolument invraisemblable et
est techniquement impossible à réaliser, ou alors ça peut être un concept. Ça peut être un concept qui le touche parce que ce sera quelque chose à quoi il a toujours pensé, mais qu'il n'a jamais réussi à verbaliser ou à conceptualiser dans son esprit. Et de voir qu'un artiste partage avec lui cette idée, le touchera. Donc il va être touché d'avoir cette affinité avec une personne qu'il ne connaît pas, et donc il se sentira moins seul dans sa solitude. Et d'avoir cette œuvre chez lui, il en aura naturellement plusieurs, il va développer son esprit, sa connaissance, son esprit critique. Et chaque acheteur, naturellement, il y a autant d'artistes qu'il y a d'acheteurs, il y a une singularité dans chaque œuvre, comme il y a une singularité dans chaque personne. Et il y a une singularité dans chaque collection. Donc on peut dire, on va chez quelqu'un, on regarde sa bibliothèque et on regarde quel livre il a dans sa bibliothèque, on voit quel type de personne c'est d'après ses lectures. On peut voir que la personne a une collection de DVD, on peut reprendre la porte immédiatement. Ou alors, on peut regarder les œuvres d'art qu'il a au mur. Et là, très souvent, on ne comprendra pas. Et donc, on va lui demander quelles sont ces œuvres, qui sont ces artistes, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi ça t'a touché. Et ça fait des conversations qui sont souvent très enrichissantes, qui sont bilatérales, et où chacun peut apprendre, et on crée des réseaux. Et comme ça, on crée des réseaux entre collectionneurs, entre artistes, entre galeristes, autour de l'art contemporain. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver dans l'art contemporain, beaucoup de gens utilisent cette boutade, ils disent l'art contemporain. Mais leurs murs sont généralement blancs ou ne comptent absolument aucune œuvre d'art contemporain. Et on peut trouver, alors quand eux pensent souvent à des œuvres qu'on appellerait aujourd'hui l'expressionnisme abstrait ou concept, une bouteille de coca posée sur une échelle ou un point rouge sur une toile blanche. Mais ce sont des œuvres qui s'intègrent dans une globalité, dans une histoire de l'art. Et qui existent parce que le reste a existé aussi et qui permettront à la suite de venir. De l'autre côté, on a d'autres œuvres qui sont réalisées par des artistes avec un talent, qui peuvent être les œuvres que j'ai actuellement à la galerie de Clotilde Gosset, qui fait des sculptures sur bois d'une finesse et d'un raffinement qui peuvent être comparés à ce qui se faisait au siècle précédent, mais c'est le 20e, donc je vais dire au siècle pré-précédent, c'est-à-dire le 19e siècle. Et en même temps, on peut trouver aussi les peintures d'autres artistes, de Michael Rampa, qui est un jeune artiste lausannois, qui est probablement un des meilleurs peintres de Suisse actuellement, et qui a une technique qui n'a rien à envier aux techniques des peintres maniéristes, entre autres. Donc aujourd'hui, on a ce privilège-là de pouvoir avoir une vision, de pouvoir vraiment choisir ce qui nous plaît, ce qui nous touche. Et là, je m'attaque aussi au budget, parce que ce que j'entends très souvent, c'est « Ah, j'ai pas les moyens d'acheter de l'art ». Par contre, on roule dans une Audi ou on roule dans une Golf et on n'a pas les moyens d'acheter de l'art. Donc c'est une prédisposition mentale qu'on doit avoir d'aller s'intéresser, c'est une curiosité. Le collectionneur que je rencontre, la personne qui m'achète de l'art, c'est quelqu'un qui est curieux. La personne qui achetait de l'art dans le groupe de galeries dans lequel j'étais directeur avant de me mettre à mon compte, c'était quelqu'un qui était curieux, qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin de découvrir. Et ce sont ces collectionneurs-là qui permettent aujourd'hui aux artistes de continuer à produire, de continuer à vivre, parce qu'ils font ce geste fort et violent d'acheter une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'ils se brutalisent, parce que le premier achat d'une œuvre d'art, c'est une violence, parce que le prix est souvent supérieur à ce que l'on attend, supérieur à son propre budget, mais une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on se rend compte de l'enrichissement que ça nous procure, on rentre dans un monde duquel on ne sort probablement plus jamais. Et ça, c'est une sorte de vision brève et globale de l'acheteur aujourd'hui, du visiteur de galerie, de la personne sérieuse, mécène ou soutien réel de l'artiste en galerie. Je passe à l'artiste contemporain aujourd'hui. J'en ai connu des dizaines.
dans les différentes galeries dans lesquelles j'ai travaillé, j'en ai probablement connu des centaines, si je compte toutes les foires auxquelles j'ai participé, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Et l'artiste contemporain aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un artiste qui est certes habité, il a un besoin de créer. Le véritable artiste, vous lui retirez sa création, il meurt, spirituellement en tout cas. Physiquement, je pense qu'il peut mourir aussi. Vous avez des artistes à qui on peut donner, qui peuvent avoir un succès fou, vous leur donnez des sommes considérables, et ça disparaît, ça disparaît, parce qu'ils ont une échelle de valeur totalement différente. Eux, ils ont besoin de se retrouver dans un atelier avec un matelas et avec des pinceaux. Et ça peut être des artistes très connus. Takashi Murakami, que tout le monde connaît, il a 7 ateliers. Dans chaque atelier, il a un matelas posé à même le sol. Il dort sur ces matelas dans ses ateliers. En dehors des cocktails mondains auxquels il a l'obligation de participer, il a une vie très, très spartiate parce qu'il a ce besoin absolu de créer. Et l'artiste contemporain garde ce fil rouge avec l'artiste au travers des siècles, c'est ce besoin de créer. C'est le contexte contemporain qui a changé, parce que l'art, comme vous le savez, c'est toujours un miroir de la société. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre la société, ne vous inquiétez pas, allez dans une galerie d'art contemporain, allez voir une rétrospective d'un artiste contemporain, lisez ses textes et ses concepts et vous comprendrez un peu mieux notre société, ou alors vous pourrez y poser peut-être un nouveau regard. Ces artistes-là gardent justement ce fil rouge d'habitation de l'art, mais en même temps, aujourd'hui, ils doivent gérer les relations publiques. Ce qui est très important, parce qu'un artiste aujourd'hui qui ne sait pas gérer les relations publiques et qui n'a pas de formation à ce niveau-là, il aura beaucoup moins de chances de réussir dans sa carrière. Il doit savoir être diplomate, il doit savoir être fin, il doit savoir parler de son art, il doit savoir présenter bien. Enfin, on est dans un monde aujourd'hui d'apparence et il doit apparaître. Ce qui est totalement paradoxal, puisqu'il apparaît déjà à travers ses œuvres, comme un musicien paraît à travers ses chansons, un écrivain à travers ses textes. Mais de l'artiste, on attend qu'il paraisse, on attend de lui une certaine extravagance, on attend de lui une évasion d'un quotidien que nous avons qui est souvent rébarbatif ou rempli d'impondérables ou de contrariétés. Et donc, on attend de l'art et des artistes une respiration et une élévation. Et l'artiste est partie intégrante de ce processus en tant que personne physique et non plus seulement à travers ses œuvres. Et c'est certains artistes y arrivent très très bien, ont une facilité déconcertante à le faire, d'autres beaucoup moins. Mais on est vraiment dans ce triangle. Je dois, moi, coacher mes artistes parfois en public. Mon métier, que je pratique depuis 5 ans à mon compte, et que je pratique depuis 10 ans, que j'ai pratiqué pour le compte d'un autre. Donc il faut gérer 2 choses. Il faut gérer l'amour de l'art, il faut gérer ses goûts personnels, il faut gérer les goûts du public. Et il faut arriver à concilier ces 3 facteurs, parce que si vous ne faites que ce que vous aimez, autant devenir collectionneur. Et d'ailleurs, tous les galeristes qui se respectent sont collectionneurs, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et vous allez souvent dans une galerie, et vous allez chez le galeriste, et vous avez l'impression d'avoir une deuxième galerie. Il faut concilier aussi ce qui permet de plaire au public, parce que le public attend de vous que vous leur présentiez quelque chose qu'ils attendent, ou qu'ils les fassent... qu'ils ont pu voir dans la presse, qui les fassent réfléchir, ou qu'ils ont tout simplement besoin de voir, ou besoin de lire, ou besoin d'entendre. Et ensuite, vous avez besoin également de trouver des artistes qui répondent à ces critères. Donc vous avez votre vocation, vous avez votre passion, mais il faut parfois savoir aussi sortir de soi et se mettre à la place
de la personne qui vous fera confiance, parce que c'est une confiance qui est considérable, celle qu'on nous fait à nous galeristes en achetant les artistes que nous exposons. Et dans ces 10 ans de métier, ce n'est pas une sinécure. C'est-à-dire qu'on voit le galeriste souvent comme un personnage un peu dégingandé et extraverti, mais il y a une guerre intérieure. Et il y a une guerre que l'on fait à chaque exposition, à chaque foire, trouver les artistes, organiser la logistique, le matériel, les tableaux, les frais. Enfin, c'est un monde qui est, c'est un monde invisible pour le public. Le public ne voit que le résultat final, mais quand vous faisiez l'acquisition d'un tableau, d'une sculpture, d'une installation, d'une vidéo, d'un néon, d'une photographie, enfin tout ce qui peut se faire aujourd'hui, vous acquérez non pas seulement l'œuvre d'art, vous acquérez l'expertise, vous acquérez l'expérience, et vous acquérez également ce triangle-là. Et vous rentrez dans ce monde-là, et vous rentrez dans la psyché de l'art contemporain, dont on parle, et moi je pense qu'elle existe, et elle est au centre de ce triangle-là. Et on peut aimer l'art contemporain, on peut naturellement aimer aussi l'art du 19e siècle, et on peut aimer l'art précolombien et tout ce qu'il y a entre deux. Et j'ai un très grand nombre de collectionneurs qui mélangent avec brio, j'en ai un qui est absolument remarquable, qui a des œuvres d'art précolombien et des œuvres extrêmement minimalistes à côté. Et ça m'a appris à aimer cette personne plus que je ne l'aimais déjà. Et en parlant de cette triangulation qu'on vous retrouvez au centre, donc c'est vous qui vous retrouvez au centre de cette triangulation, et vous êtes là au centre de la psyché de l'art contemporain, et ça vous permet d'avancer encore une étape supplémentaire pour être davantage vous-même, parce que vous allez avoir le courage, grâce aux artistes, d'assumer vos opinions, parce que vous allez voir qu'il y a des artistes qui assument pleinement leurs opinions et qui sont et pour qui les opinions des autres importent peu. Et en assumant vos opinions ensemble avec l'artiste, vous trouvez une résonance dans ce triangle. Pour toi, Olivier, qui nous parlait de résonance la dernière fois, et dans cette résonance, vous apprenez à être davantage vous-même. Ce grand inconnu ou cette grande inconnue. Et Sorine me le disait avant-hier ou il y a 3 jours, les seules personnes qui arrivent à être elles-mêmes, ce sont les enfants, les solitaires et les fous. Donc dans ce triangle, je vous souhaite à tous, et je me le souhaite à moi aussi naturellement, de retrouver l'enfant, le solitaire et le fou que nous sommes. Merci. Si vous avez des questions. J'ai rencontré Laurent, j'avais plein de préjugés sur l'art contemporain, surtout. Que ceci, que c'est ça. Enfin, et c'est grâce à lui que j'ai commencé à aimer l'art contemporain. Donc, grâce à ça, son enthousiasme, son expertise et cet amour de ce que tu fais. Parce qu'il y a le psyché, dans le psyché, il y a l'amour qu'on ne sait pas. Mais bon. Et grâce à toi, j'ai regardé autrement l'art contemporain et j'ai jamais acheté de tableau de ma vie. Jamais. Et je me suis, comment je suis arrivé là, je ne sais pas. C'est la rencontre, c'est le mystère pour moi. Et je vous souhaite à tous de dévoiler un peu de ce mystère. C'est tout. Merci. Merci. Voilà. Très bien, donc si vous avez des questions, je répondrai de façon totalement transparente et ouverte, exceptionnellement aujourd'hui. Ce triangle de l'art a beaucoup évolué dans les 20-30 dernières années.
Il s'est formé dans les 20-30 dernières années. Il s'est formé jusqu'à devenir aujourd'hui presque essentiel. C'est très difficile aujourd'hui de travailler différemment. Avant, il n'y avait pas ce triangle. Alors, il commençait à se former, mais souvent il y avait une certaine séparation, parce qu'il y avait des galeristes qui refusaient de donner l'identité de leurs collectionneurs aux artistes, ou des artistes qui refusaient de rencontrer les personnes. Et les artistes qui continuent aujourd'hui à le faire ont beaucoup plus de difficultés à créer une carrière. Et j'ajouterais encore qu'il reste encore aujourd'hui des artistes ou des galeristes qui refusent, pour des raisons évidentes, de donner l'identité de leurs collectionneurs à leurs artistes. Et pour moi, c'est un point de vue totalement personnel, c'est un très mauvais calcul, parce qu'on n'a pas de relation de confiance. C'est-à-dire qu'en tant que galeriste, on a le droit d'avoir peur qu'un artiste ou qu'un collectionneur se contacte mutuellement, se contacte en direct et court-circuite le galeriste qui les aura fait se découvrir. Et ce sont des risques qui existent, qui font partie des impondérables, et ce sont des risques que nous avons tous courus et qui parfois, ma foi, nous ont perdus. Donc c'est des artistes avec qui nous avons arrêté de collaborer. Et c'est une relation, moi j'ai une relation presque amoureuse avec mes artistes et aussi avec mes collectionneurs. C'est mon seul cercle social. Je pense avoir très très peu d'amis en dehors de tout ce qui entoure la galerie. Mes amis sont mes artistes et mes collectionneurs. Et si vous n'avez pas cette relation de confiance absolue, c'est-à-dire ce triangle solide, premièrement, votre métier va être un chemin de croix, qu'il est déjà un peu, et si vous n'avez pas la confiance, mais il faut du changement, il faut faire autre chose, ou alors il faut restructurer. J'ai une histoire très amusante, une petite anecdote si vous permettez. J'étais dans un salon et j'exposais un de mes artistes, une œuvre assez grande sur un mur, et arrivait un monsieur. Et ce monsieur me demande le prix de l'œuvre que je lui donne, et je présente l'artiste à ce monsieur. Et ils se parlent, ils font connaissance, et ce monsieur s'en va. Et 3/4 d'heure plus tard, ce monsieur contacte directement l'artiste qu'il avait retracé sur Internet pour lui demander quel prix il lui ferait pour cette œuvre. Donc, et ça existe vraiment. Et ça, là, le triangle est brisé, et ce sont des éléments, si vous voulez, ce sont des éléments parasitants qu'il faut éliminer au plus vite. Et donc, mon artiste, loyauté exemplaire, ça m'a beaucoup touché. Il a répondu à ce monsieur en me mettant moi-même en copie et en lui disant, voilà, cher, c'est avec grand plaisir que Laurent Martalher vous fera sa meilleure offre. Allez le voir. Et ce monsieur, ayant vu qu'il avait été démasqué, s'en est trouvé contrit. Et on n'a naturellement jamais reparlé de cet épisode, mais il m'a acheté 3 pièces. Et je pense que dans ces 3 pièces, c'était une pénitence qu'il s'est donnée, parce que j'avais vu qu'il avait essayé de le faire, parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'être malhonnête derrière le dos de quelqu'un que d'être malhonnête devant. Et quand il a vu que sa malhonnêteté m'avait été dévoilée, il est devenu un acheteur de la galerie, et maintenant, je dois dire qu'il est même devenu un ami. Et c'est comme ça qu'on peut aussi reconstruire des triangles qui sont brisés. Mais ça prend du temps, de l'énergie et surtout de l'amour. Il faut vraiment aimer cela. Alors, ça veut dire que vous êtes passé, en fait, ce triangle, d'un métier de trader qui est un intermédiaire commercial, ouais, absolument. un conseiller qui doit apporter une certaine valeur ajoutée pour aider. Absolument. Parce que le trader que vous dites, pardon. Oui, on peut le dire comme ça. Un transmetteur, enfin bref, le trader dont vous parlez existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le second marché. Le second marché, c'est vendre des artistes morts. C'est vendre un Picasso. Donc, vous voulez un Picasso, j'en ai un. Mon acheteur en veut tot, vous êtes prêt à payer tot, on fait la négociation, vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. Donc ça, c'est le métier de trader. Quand on travaille avec des jeunes artistes vivants, c'est totalement différent. Donc on a
beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu et qui sont des paramètres émotionnels. Et on avance vraiment avec eux et on se tient par la main. On leur tient la main autant qu'eux tiennent la nôtre. Et c'est là où la confiance doit être établie. C'est absolument essentiel pour faire ce métier aujourd'hui. Là, le mysticisme, tu reconnais leurs difficultés. Ces artistes sont des maîtres dans leur art, mais en même temps, ils ont leurs difficultés devant la société, de vendre leur... Mais plus tellement. Les artistes aujourd'hui peuvent être d'excellents représentants de leur propre art, hein, séduisants et charismatiques. L'artiste qui aura de la difficulté, j'en connais un ou deux qui ont des personnalités un peu plus introverties, et naturellement on fait avec. Mais même ces artistes-là doivent se montrer, ils doivent venir. Et naturellement on les ménage un peu plus que les autres, mais en terrain, de toute façon, en terrain bienveillant, comme chaque galeriste essaye de le construire, très souvent c'est une introversion qui va se transformer en timidité, et la timidité c'est quelque chose de très digne.